Bonjour à tous. La précédente année 2020 n'a pas été facile pour personne, et notamment pour les associations comme la nôtre, qui ont dû annuler nombre d'événements déjà planifiés et organisés. Nous avons dû notamment décaler nos fameuses et très prisées conférences mensuelles, telles que Gilgamesh, Tolkien, les mythes scandinaves, les sagas irlandaises, et j'en passe. Alors pour remédier à cela, nous avons décidé de nous adapter et de vous proposer dorénavant nos conférences sous forme de live stream, ou de direct, pour faire plus simple. J'espère que cette nouvelle formule vous plaira et nous permettra d'attendre patiemment le retour de nos conférences en présentiel. Bonjour à tous. Je vous laisse profiter maintenant de notre live. Bonne conférence à tous. Très bien, merci beaucoup Emmanuel. Donc je vais lancer ma présentation. Monsieur Di Filippo, attendez, je vais vous faire une petite présentation avant de commencer. D'accord, pardon. Je vous avais laissé en auditeur pour que vous puissiez voir la présentation. Donc je commence. Donc comme je disais, nous sommes en direct. C'est une grande première pour la Société des Amis de Vincennes. Et je vais dans quelques instants laisser la place à notre conférence que vous attendez tous, animée par Laurent Di Filippo, donc au sujet des mythes scandinaves et leur réception contemporaine, qui durera environ 1h15. Mais j'aimerais préalablement, brièvement bien sûr, vous rappeler que vous pouvez laisser vos questions et vos commentaires sur le chat, et à la fin de la conférence, je transmettrai quelques-unes de ces questions à notre conférencier, qui se fera un plaisir d'y répondre pendant environ une quinzaine de minutes. Alors... bien sûr, j'aimerais aussi vous présenter, vous donner le profil détaillé de notre conférencier Laurent Di Filippo, qui est maître de conférence à l'Université de Lorraine, docteur en sciences de l'information et de la communication et en études scandinaves, membre du Centre de recherche sur les médiations, le CREM, de l'Université de Lorraine, et dont les recherches portent sur la réutilisation de la mythologie nordique dans les médias contemporains, tels que les jeux vidéo, les jeux de rôle, les séries télévisées, les films, les comics et les mangas. Et nous verrons de nombreuses illustrations pendant cette conférence, je pense. Donc je transmets donc enfin la parole à, ça y est, monsieur Di Filippo. Je vous laisse. À tout à l'heure. Très bien, merci. Emmanuel, est-ce que vous pouvez juste me donner les droits de partage d'écran? Eh oui, j'ai oublié. C'est voilà, c'est fait. Toutes mes excuses. Super. Alors, on avait répété pourtant. Partagé. Merci beaucoup. Et je lance le diaporama. Voilà. Donc là, vous devriez avoir... Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier donc, la Société des Amis de Vincennes pour l'invitation, pour me donner l'opportunité de présenter ces recherches. Donc, que je mène depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Donc, voilà, merci pour cette invitation. Merci à Ludovic Galfo aussi qui m'avait contacté pour cela. Et donc, merci à Emmanuel Cantric pour toute la mise en place, la gestion technique, voilà, qui fait qu'on peut avoir cette conférence à distance, tous ensemble aujourd'hui. Donc, comme il disait, moi, je ne vois pas donc le chat, donc je ne pourrais pas réagir en direct, mais il me transmettra vos questions à la fin de cette présentation. Donc, alors, vous aviez sans doute vu sur les annonces le titre de la conférence sur les mythes scandinaves. Alors, pour être plus précis, et puis j'y reviendrai tout de suite après, je vais vous parler aujourd'hui donc des mythes nordiques ou des mythes scandinaves. Il y a plusieurs appellations qu'on peut leur donner, mais plus spécifiquement on va dire des mythes nordiques du Moyen-Âge aux industries culturelles et leur réutilisation justement dans les productions des industries culturelles, on pourrait être dans la culture populaire contemporaine, puisque c'est ça ma spécialité de recherche. Je suis sur les deux pans, à la fois scandinaviste, médiéviste, et puis dans l'étude des médias contemporains, donc par ma thèse, et puis mon inscription dans 2 disciplines. Alors, simplement, pour revenir, vous savez peut-être, vous avez remarqué que depuis quelques années, il y a un intérêt pour le Nord, pour la Scandinavie, à travers différents médias. Alors là, j'ai mis quelques exemples, il y en aurait plein d'autres. La série télévisée Vikings depuis 2011, et puis ça, on peut dire version parodique, Norsemen depuis 2016, qui est une série norvégienne, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Plus récemment, une série télévisée qui s'appelle Ragnarok, là aussi une série télévisée norvégienne. Parmi les jeux vidéo, on peut citer le dernier opus de la saga ou de la série God of War, plus récemment Assassin's Creed Valhalla, qui a eu beaucoup de succès, et aussi depuis 2 mois, le jeu Valheim. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un jeu indépendant en fait, qui a été fait par 5 personnes et qui a connu un très grand succès.
depuis là, quelques semaines, qui est monté en 6 semaines à 6 millions de joueurs, donc ça, voilà, assez étonnant, mais qui montre encore une fois l'intérêt pour le Nord aussi, dans les jeux vidéo. Bien évidemment, dans la littérature, vous avez des références chez Tolkien, dans sa Terre du Milieu. Alors chez Howard, c'est le créateur, donc Robert Irving Howard, qui est le créateur de Conan, du personnage de Conan, dans les années 1930, dont une partie des aventures va se dérouler dans le Nord, et ce qui va être repris aujourd'hui. Là, je vous en parlerai à propos de ma thèse. Neil Gaiman, que vous connaissez peut-être pour la série télévisée American Gods, et puis qui a écrit un livre justement qui réécrit les mythes nordiques, que je vous présenterai tout à l'heure. Donc voilà, dans la littérature. Après, on pourrait rajouter, évidemment, les films, des jeux de société, les comics, évidemment. Là, c'est quelques brefs exemples introductifs. Donc voilà, on a cet intérêt pour le Nord, pour les mythes nordiques, pour les Vikings aussi, l'histoire des Vikings, comme ça, depuis quelques temps. Ce qui justement montre qu'il est important d'essayer de comprendre un petit peu cet intérêt-là, ce qui s'y passe dans ces séries, comment est-ce que sont aussi adaptés les récits sur ces nouveaux supports, quelle représentation ils véhiculent. Voilà, donc c'est quelques questions qu'on va aborder aujourd'hui. Simplement, en introduction, pour compléter un petit peu ce que disait M. Cantric tout à l'heure, donc moi j'ai fait une thèse qui s'intitule « Du mythe au jeu », avec un titre un peu plus long, mais vous la trouverez en cherchant ça, Du mythe au jeu, Laurent Di Filippo. Elle est accessible entièrement en ligne pour les gens que ça intéresse, où j'ai étudié la réception des mythes nordiques entre le Moyen-Âge et un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, donc un MMORPG, Age of Conan, qui se base justement sur les histoires de Conan le Barbare, et donc les magazines, la réception par la fantaisie américaine, depuis les magazines pulp des années 1920-1930, en passant par les comics américains, les films aussi, évidemment, si vous connaissez Conan le Barbare, qui met en scène Schwarzenegger, et puis de nombreux jeux. Et donc, en 2008, j'aurais pu mettre la date, en 2008, ce jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, Age of Conan, où toute une partie des régions sont en fait des régions nordiques, où on retrouve des éléments de mythologie. Et donc voilà, ma thèse, c'était analyser cet objet-là, ce jeu-là, mais en partant donc du Moyen-Âge à ce jeu, et comment on est passé par la fantaisie américaine, les magazines pulp, la création d'une franchise Conan jusqu'au jeu contemporain. Après ma thèse, alors là, je me suis plutôt orienté vers les jeux de rôle papier, notamment l'analyse de Donjons et Dragons, toujours pour étudier la réception des mythes nordiques, comment ils étaient présentés. Donc j'ai notamment étudié l'ouvrage The Vikings Campaign Sourcebook, donc un cadre de campagne pour Donjons et Dragons où on peut incarner des personnages de la Scandinavie à l'époque médiévale. Donc on peut dire des Vikings, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisqu'en fait à l'époque médiévale, Viking ne désignait pas un peuple, ça c'est une réception qui date du 19e siècle. C'était plutôt des gens, ça désignait en fait l'activité de partir en mer et les gens qui pratiquaient cette activité. Donc on n'était pas Viking tout le temps, on était Viking une partie de l'année. Et donc voilà, il y a un cadre, comme je disais, un cadre de jeu, mais il y a beaucoup d'éléments de mythologie aussi dedans. Donc là, vous pouvez retrouver un chapitre d'ouvrage que j'ai écrit dans le livre Fantaisie et Histoire, dirigé par Anne Besson. Et j'ai étudié aussi, j'ai eu l'occasion d'étudier d'autres médias, dont les comics. J'avais fait une présentation un peu amusante là aussi pour le grand public, à propos de Loki dans les comics Marvel. Et puis pour faire une comparaison aussi entre le Loki des comics avec le Loki des récits médiévaux scandinaves. Donc mes recherches, en fait, elles portent sur des questions de transmission culturelle. C'est ça qui est central, en fait, dans mes recherches. Finalement, c'est qu'est-ce que la culture, quels sont des éléments de culture, comment ils se transmettent, donc comment est-ce qu'on les reçoit, comment est-ce que ça construit une certaine mémoire du passé aussi, et donc quelle représentation on a de ce passé médiéval scandinave aujourd'hui dans la culture populaire. Donc voilà le cœur de mes questions. Et aujourd'hui, donc un plan rapide de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc je vais commencer par revenir un petit peu sur
ce que sont les sources des mythes nordiques, parce qu'on a souvent une idée fausse à propos de ces sources, donc je vais refaire un point un petit peu là-dessus. Et ensuite, j'irai donc dans le cœur du sujet dont je vous parlais, je vous montrerai comment les médias contemporains font référence à ces sources de différentes manières. Ensuite, je parlerai de réécriture et d'adaptation, donc quelle réécriture on trouve. De manière un peu différente, je parlerai de réception et de transformation. Donc là, c'est plutôt de la réception d'éléments éparses. C'est pas une réécriture des textes où on reprend un récit complet, mais plutôt des éléments ponctuels qu'on va retrouver et la manière dont ils sont transformés. Et puis je terminerai par un petit point sur les hybridations, comment est-ce qu'on fait se rencontrer les mythes nordiques avec d'autres traditions, d'autres aires culturelles et d'autres époques, avec parfois du syncrétisme, donc du mélange, si vous voulez, de ces traditions. Et donc on verra différentes manières de faire. Donc, comme je vous le disais, on va commencer par revenir sur les sources. Donc voilà une liste, non exhaustive, même si elle est déjà assez grande, des principales sources écrites de ce qu'on appelle les mythes nordiques ou la mythologie nordique. Avec la principale qui est l'Edda en prose, qui a été écrite par un auteur, on pense qu'elle a été écrite par cet auteur, Snorri Sturluson, un Islandais qui était en même temps un chef, mais aussi un poète, un homme politique, qui a écrit ce livre qui raconte en fait les histoires des dieux, mais c'est un peu plus complexe que ça. Je vais y revenir tout de suite après, mais c'est en général ce manuel qui est le plus utilisé quand on fait référence au mythe nordique, parce que c'est celui qui est le plus clair en termes de compréhension, puisque c'est un texte en prose. Alors contrairement à l'Edda poétique, qui est un recueil de poèmes, de poésie, à propos des dieux et des héros nordiques. Vous avez sans doute peut-être déjà entendu parler des sagas. Les sagas sont appelées les sagas islandaises. C'est un ensemble de textes de différents types, certains plutôt à valeur historique, certains plutôt à valeur, on va dire, légendaire, avec des éléments fantastiques dedans, et certaines qui sont aussi des traductions en fait de textes continentaux en islandais. Donc voilà, là on va trouver aussi des éléments de mythologie, d'ailleurs qui font écho aux poèmes à propos des héros dans l'Edda poétique, notamment avec la saga des Volsung, qui raconte l'histoire de Sigurd, le tueur de dragons, l'équivalent de Siegfried dans la tradition allemande. On retrouve aussi dans l'Edda en prose. Donc voilà, des fois, c'est différentes écritures en fait de ces textes, de ces récits. La poésie skaldique, c'est des poèmes. Alors les skalds sont les poèmes islandais médiévaux, enfin nordiques de manière générale, un skald désignant donc ces poètes et puis la langue poétique. En fait, on va trouver ces poèmes dans les sagas. Il n'y a pas à proprement parler vraiment de recueil de poésie skaldique, mais il nous donne encore une fois des éléments sur la mythologie. L'histoire des rois de Norvège, des fois aussi appelée Heimskringla, également rédigée par Snorri Sturluson, qui là est plutôt un ensemble de sagas historiques qui racontent l'histoire de la Norvège et dont les premiers chapitres parlent des dieux avec une vision évémériste, c'est-à-dire qu'on présente en fait les dieux comme des humains qui avaient certains pouvoirs et qui ont été divinisés au cours du temps. Sur le même principe, vous avez la geste des Danois, la Gesta Danorum, là, qui se rapproche plutôt du Danemark, mais pareil, où les dieux sont présentés comme des humains divinisés, mais aussi des sorciers et parfois des gens un peu fourbes. Et alors la geste des évêques de Hambourg, ça c'est qui a été rédigé par Adam de Brême, qui est aussi un texte qui nous parle de tradition nordique. Alors c'est dans ce livre-là notamment qui est présenté le fameux temple d'Uppsala, qui aurait des dorures sur le toit, qui aurait 3 statues de dieux, d'Odin, de Thor et de Freyr à l'intérieur. On n'a jamais retrouvé vraiment de traces de ce temple-là en fait à Uppsala. Donc l'auteur n'a sans doute jamais mis les pieds en Scandinavie. Il y a surtout beaucoup d'inventions. C'est aussi dans ce texte-là qu'on nous dit qu'il y avait énormément de sacrifices humains. Il cite tout un tas qu'on sacrifiait des animaux et des humains par tranche de 9. Donc en fait, il avait aussi pour but, c'était un chrétien, mais son objectif était aussi de démoniser ou de présenter une version, on va dire, mauvaise des païens, en quelque sorte, des croyances païennes, et puis de présenter ces dieux comme des démons.
hein, à l'époque médiévale. En tout cas, donc je vous disais, c'est dans ce livre-là qu'on trouve la référence au temple d'Uppsala. Pour ceux qui ont vu la série télé Vikings, tout à la fin de la première saison, quand les héros se rendent au temple d'Uppsala, c'est à ça qu'il est fait, enfin ce texte-là qu'il est fait référence. Avec beaucoup d'approximations d'ailleurs dans la série. C'est pour ça que je ne vais pas revenir dessus. Et d'autres sources archéologiques, des mythes nordiques, ça va être des traces archéologiques, notamment sur les pierres runiques, avec des illustrations. On va voir Odin avec son cheval, Sleipnir. On va voir Thor, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, qui tient son marteau en main. Les toponymes aussi, qui nous informent sur les endroits où qui portent des noms qui font référence aux dieux, etc., etc. Donc voilà, il y a pas que les textes, il y a aussi tout un tas de sources, comme je disais, soit archéologiques, toponymiques, etc. Moi, je m'intéresse plutôt aux textes. Donc simplement pour revenir, pour vous donner une idée pour relativiser finalement l'importance qu'on peut donner à ces sources, il faut rappeler que l'Edda en prose, donc, comme je vous disais tout à l'heure, qui est la plus importante des sources, généralement, celle sur laquelle on s'appuie le plus aujourd'hui. En réalité, alors bon, déjà, elle a été rédigée bien après la christianisation d'Islande, comme la plupart des sources. Hein, on est plutôt sur du XIIe, XIIIe siècle, donc soit plus de 2 siècles après la christianisation de l'île. Donc c'est mis par écrit par des chrétiens, voilà, assez longtemps après que l'île ait été christianisée, même si certaines traditions peuvent perdurer, hein, ça c'est difficile à dire. Mais voilà, il faut dire que le christianisme est déjà bien imposé. C'est lui d'ailleurs qui amène l'écriture. Et surtout, ce qui est important avec l'Edda en prose, c'est qu'en fait, c'est pas un livre de croyance, hein, comme on pourrait, comme on en a dans ce qu'on appelle, c'est pas un bon terme, mais les religions du livre, hein, comme pourrait l'être la Bible, par exemple, ou le Coran, la Torah, etc. C'est en réalité un manuel de poésie qui rappelle justement certaines histoires qu'il est nécessaire que les jeunes poètes connaissent afin d'écrire de la poésie. Parce qu'en fait, un des principes de la poésie islandaise et skaldique, c'est d'utiliser des formules qui sont un peu obscures pour faire référence justement à des éléments de ces récits. Alors je vais vous prendre un exemple très rapide. Quand on parle de la chevelure de Sif, ça renvoie à un récit où Sif s'est fait tondre la tête à cause de Loki, et ses cheveux sont remplacés par une chevelure d'or. Et donc en fait, quand on dit quand on utilise la forme poétique les cheveux de Sif, en fait, c'est pour parler de l'or. Voilà. Donc ça c'est un exemple. C'est pour ça qu'il est nécessaire de connaître ces récits, et c'est pour ça que Snorri, qui était aussi un poète, toujours à condition, voilà, si c'est bien lui l'auteur, il y a un des manuscrits sur les 4 qui nous le dit, des 4 principaux. Donc, en fait, il jugeait nécessaire de connaître ces récits, afin de les transmettre aux jeunes poètes pour continuer à faire de la poésie. Donc, on est bien, puis comme je vous disais, l'Edda poétique, c'est un recueil de poèmes, de la poésie de cour, de la poésie pour les chefs. Donc, voilà, on n'est pas dans un livre de croyance. Et d'ailleurs, alors, on a une traduction française qui est, on va dire, sur le plan linguistique, plutôt correcte, mais son gros défaut, c'est qu'il manque un certain nombre de parties dans ce texte, et parfois des passages, des paragraphes qui ont été enlevés sans vraiment qu'on comprenne pourquoi, et notamment celui qui nous dit, où l'auteur dit qu'il ne faut pas croire aux récits, que tout bon chrétien ne doit pas croire à ces récits, et que, au contraire, ils doivent seulement être appris par les jeunes poètes pour apprendre à composer. Voilà, donc c'est même écrit dans le texte. Malheureusement, comme je disais, ça a disparu de la traduction habituelle en français par François-Xavier Dillemann, qui, bon, malgré tout, reste agréable à lire pour les gens qui s'intéressent à ces textes. Ça se lit comme un roman, hein, c'est pas du tout difficile d'accès. Et là, je vous ai mis en image un exemple. Alors là, c'est la première page de l'Edda poétique, simplement pour que vous voyez, ça va zoomer un tout petit peu, l'image est plus grande, pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, voilà, on présente pas les poèmes comme on pourrait les voir aujourd'hui, hein, avec les différents vers, les uns à la suite des autres, mais les uns sous les autres, on pourrait bien identifier les rimes, etc. Hein, là, on prend toute la place qu'on peut sur le papier. Aujourd'hui, on dirait que c'est tapé au kilomètre. Et voilà. Donc voilà comment se présente, si vous voulez, la première page d'un recueil de poèmes. L'autre point important, quand on parle des sources, on parle de mythes nordiques. Alors là, c'est une recherche que j'avais faite plus spécifiquement aussi dans le cadre de ma thèse et d'un article que j'avais pu écrire.
Nous, on dit mythe nordique, mais en fait, c'est pas le terme qu'utilisaient les Islandais. Comment est-ce qu'eux appelaient ces récits? Donc déjà, on ne dit pas mythe en vieux norrois, il n'y a pas de terme basé sur la racine grecque mythos, comme on l'a dans la langue, ça c'est beaucoup plus tardif. Hein. C'est plutôt à partir du XVIIe siècle qu'on va commencer à utiliser ce terme-là. À partir du latin, on va utiliser mythologia, et puis plus tard, ça va être traduit, on trouvera mythe. Alors, quels sont les termes en vieil islandais qu'on va retrouver dans les sources? Alors, notamment dans l'Edda en prose et dans l'Edda poétique, on va trouver Sögur, qui est en fait le pluriel de saga. Donc, c'est des récits, c'est des choses qu'on raconte, hein, souvent oralement. Donc voilà, c'est des histoires racontées. Des fois, Tíðindi, qui veut en fait, qui signifie des événements. On va nous raconter des événements, des choses qui se sont passées. Donc, il y a dans l'idée d'événement toujours quelque chose qui n'est pas actuel. C'est quelque chose qui est déjà passé, sur lequel on revient et on en a fait un événement. Hein, ça, c'est présent dans le terme. Fröði, qui fait plutôt référence alors aux sources elles-mêmes, plus qu'au texte, mais aussi à la connaissance, le fait que ça soit des connaissances. Ça, c'est important. Maul, c'est la langue ou le langage. Et dans un poème de l'Edda poétique, on va notamment trouver Fornskjöld, qui sont en fait les histoires anciennes, les choses qu'on raconte, avec enfin intéressant, mais ça sera encore à creuser, hein, la même racine qu'en anglais spell, donc les sortilèges. Bon, là aussi, c'est des choses qu'on raconte, des choses qui sont dites. Ça ne veut pas dire que c'est magique, hein, faut pas aller trop vite non plus. Je dis juste que c'est la même racine, ça se rapproche en tout cas de quelque chose de langagier. Et forn, qui renvoie au passé. Donc, on a dans les termes, dans les catégories vernaculaires, hein, catégories d'usage en vieil islandais, cette idée finalement de langue qui transmet de la connaissance et qui raconte des choses à propos d'histoires passées. Alors on dit passé, mais ça peut aussi des fois parler on peut imaginer que ça peut parler du futur si on considère que le Ragnarok, qui est la fin des temps, se passerait dans l'avenir, hein, qu'il n'est pas encore arrivé, mais ça c'est difficile de situer. En tout cas, des connaissances liées à un certain passé. Ça peut aussi vouloir dire des histoires traditionnelles. Hein, ça, c'est pas non plus évident. En tout cas, voilà, pas de terme, comme je disais, on dit pas mythe, et ça renvoie pas à l'idée. Alors, la définition de mythe, quand le terme apparaît au tout début, on va dire, toute fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, hein, une des premières définitions qu'on va trouver dans un dictionnaire, c'est les croyances des anciens. Donc en fait, mythe renvoie à l'idée de croyance, et vous voyez qu'en fait, dans les termes en vieil islandais, l'idée de croyance, là on la retrouve pas. De temps en temps, on va trouver le mot trou pour parler de croyance, mais justement pour dire que c'est pas des croyances. Et alors un exemple bien connu en français, hein, on commence à parler de mythologie, alors pas encore de mythe, mais de mythologie. Donc c'est Paul-Henri Mallet, un intellectuel suisse qui allait travailler au Danemark, qui va écrire un livre monument de la mythologie et de la poésie des Celtes, et particulièrement des anciens Scandinaves. Donc avec cette idée, en plus, à l'époque, hein, que les Celtes et les Scandinaves faisaient partie d'un même peuple, mais c'est là où on parle de mythologie scandinave. Et je vous ai mis justement une des pages de sa présentation, parce qu'il traduit les textes, l'Edda ou la mythologie celtique. Donc voilà comment c'était présenté en 1756. Dernier petit point pour relativiser, faut faire attention au contexte et aux situations, parce qu'en fait, on va observer que ces récits, et puis peut-être à l'époque, c'était des croyances, en fait, elles ne sont pas répandues en tout lieu et en tout temps de la même manière. Au contraire, il y a des variations qui peuvent être régionales, et ça, je vous parlais des toponymes avant, hein, il y a eu plusieurs études qui ont montré justement qu'en fait, des toponymes qui pourraient renvoyer plutôt à certains dieux plutôt qu'à d'autres, hein, Thor ou Odin ou Freyr. En fait, ils sont répartis de manière inégale en Scandinavie, notamment en Scandinavie continentale. Donc, on voit qu'il y a des régions où le mot Thor, enfin le nom Thor apparaît un peu plus dans les toponymes. Au Danemark, un peu plus Odin, etc. Donc voilà, il y aurait et une des interprétations, mais encore une fois, elle est à discuter, serait qu'en fait, certains dieux étaient plus vénérés à certains endroits que d'autres. Après, on peut aussi s'imaginer que en fait, c'était des noms qui étaient donnés à des individus et que c'est ces individus-là qui avaient de l'importance, donc pas forcément les dieux. Donc c'est difficile aussi à interpréter. Il faut toujours être prudent. En tout cas,
on peut quand même penser qu'il y avait des variations régionales. Hein, donc la vision sous forme de panthéon, telle qu'elle est présentée dans les Dars en prose, c'est-à-dire que Odin est le chef des dieux, qu'en dessous il y en a d'autres, etc., et n'était sûrement pas partagée partout. C'est plutôt une vision tardive. Certains chercheurs justement montrent que c'est une évolution qui va aussi avec la manière dont la politique se formait à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on avait de plus en la royauté s'imposait de plus en plus, donc on avait de moins en moins de chefs de clans, on va dire, en tout cas de petits groupes. Des chefs prenaient de plus en plus d'importance et du coup, la littérature, qui était essentiellement une littérature de cours, ça je le dis juste après, du coup accompagnait ces changements sociaux-là aussi. Du coup, présenter des chefs plus importants et présenter Odin, et Odin, c'est un dieu des chefs. Donc on met en valeur ce dieu-là plutôt peut-être qu'un dieu, je sais pas moi, des récoltes en fait, qui aident à la récolte, comme le sont Freyr ou comme les mêmes Thor. Qui pourrait peut-être être vénéré plutôt par des paysans. Voilà, c'est assez compliqué. Donc, ça renvoie au troisième point, c'est-à-dire qu'il y a des variations sociales aussi, et des variations temporelles, c'est-à-dire que les choses évoluent au fur et à mesure du temps. Odin a pu prendre de l'importance, plus d'importance à une période où les chefs aussi devenaient plus importants. Et comme je disais, les textes qu'on a renvoient aussi à des variations sociales, donc peut-être que suivant les couches sociales de la population, c'est pas les mêmes dieux qu'on vénérait. Voilà. Donc ça aussi, c'est plein de façons de relativiser finalement ces textes qui nous servent de source aujourd'hui, qui sont transmis, voilà, comme s'ils étaient les croyances arrêtées des Scandinaves à l'époque médiévale, alors que c'est beaucoup plus, comme je disais, complexe. La situation est beaucoup plus complexe que ce que nous rapportent ces textes-là. L'autre point important, et là je vous renvoie à un ouvrage vraiment très bon qui est sorti l'année dernière de Nicolas Meilon, un collègue à moi qui est historien des religions en Suisse, qui a écrit justement sur les mythes nordiques et leur usage politique. Alors, donc c'est la prise en compte finalement du contexte historique, du contexte socioculturel et politique des mythes et de leur usage. Donc il montre que ces récits sont quand même plutôt destinés à des personnes qui sont instruites, qui savent lire, qui savent comprendre les poèmes. Comme je vous disais, il faut connaître aussi les textes pour pouvoir les interpréter, comprendre les Kenning et les Heiti, les Kenningar, pardon, et les Heiti. Donc je vous disais, ces formes un peu obscures qui demandent de connaître les textes. Donc voilà, c'était plutôt pour des personnes instruites. Et ils servent aussi les objectifs de leurs auteurs. C'est-à-dire quand les auteurs écrivent ces textes-là, ils ont aussi certaines idées derrière la tête, et il y a notamment, comme le montre Nicolas Meilon, un point de vue sur la royauté. Donc la manière dont on représente les rois dans ces textes nous dit quelque chose de leur pensée par rapport à la royauté à cette époque. Il faut savoir que au XIIIe siècle, début du XIIIe siècle, la Norvège essaye de remettre la main sur l'Islande, parce que c'est des gens qui avaient quitté, pour beaucoup, qui avaient quitté la Norvège pour fuir justement la royauté. Et donc il y a une tentative de mainmise du roi de Norvège sur l'Islande, et donc les écrivains et hommes politiques islandais peuvent développer certains points de vue dans leurs écrits. Voilà. Donc c'est aussi à recontextualiser. Donc voilà pour comme je disais, relativiser un petit peu ces sources, et puis maintenant on va aller vers quelques exemples, comme je vous disais, d'usage dans la culture populaire, en commençant par les références aux sources dont je viens de vous parler. Alors un premier exemple là, qui vient de mes recherches sur Donjons et Dragons, dans un supplément dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous aviez en illustration, là, cette couverture verte pour le supplément Vikings Campaign Sourcebook, qui permettait de jouer donc, des Scandinaves à l'époque médiévale dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, alors plus précisément la version Advanced Dungeons and Dragons, la 2e édition. Donc voilà, un ouvrage qui propose d'incarner des personnages nordiques, et un nouveau système de magie qui n'est pas présent dans le jeu, qui est la magie des runes. On retrouve dans le chapitre 4, dont vous voyez la première page ici.
où on nous explique ce que sont les runes, hein, what are runes, c'est une ancienne forme d'écriture de la Scandinavie, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que pour commencer ce chapitre et pour l'illustrer, alors vous avez une espèce un dessin là, de runes avec l'équivalent en caractère latin, mais vous avez aussi, en haut à gauche et en bas à droite, des vers d'un poème qui s'appelle en anglais Saying of the High One. Alors, ce livre n'a pas été traduit en français. Hein. Donc Saying of the High One, c'est en fait un poème de l'Edda poétique, hein, les Habamaul, en français c'est les dits du Très-Haut. Et donc en fait on nous illustre ce chapitre sur la magie avec quelques passages de ce poème, les Habamaul. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il est choisi ? Parce que dans ce poème, on pense, alors ça peut être aujourd'hui une recomposition, parce que c'est un long poème de 165 strophes, si je ne dis pas de bêtises, dans lequel on va enfin, c'est là où est évoqué le fait que Odin, à un moment, va se suspendre à un arbre, sans doute Yggdrasil, transpercé de sa lance. Et c'est à ce moment-là qu'il va ramasser les runes, donc des caractères de la connaissance. Donc ça, c'est une partie du poème, on va nous parler des runes, et dans la partie suivante, on va nous présenter un certain nombre de sortilèges. Et souvent, l'interprétation qui a été faite, c'est parce que Odin ramasse les runes qu'il acquiert un certain nombre de sortilèges. Aussi, dans certaines sagas, vous allez avoir l'usage de runes pour la magie. Mais c'est principalement ce poème-là, enfin l'interprétation de ce poème-là qui fait le lien entre runes et magie. Et donc, c'est pour ça qu'on le retrouve cité de nos jours hein, dans un tel chapitre comme celui qui présente la magie des runes pour un jeu de rôle papier. Et donc là, vous voyez, c'est une référence directe de citation de certaines strophes d'un poème issu d'une source nordique. Alors, autre exemple, ça vient du jeu vidéo Skyrim, qui fait partie de la série des Elder Scrolls, des jeux AAA, donc des jeux à succès, des blockbusters, on pourrait dire, du jeu vidéo. Et là, vous avez aussi la mention directe d'une source par un personnage non-joueur qui va nous dire que pour convaincre quelqu'un, donc elle, il doit lire les vers du roi Olaf et que donc c'est une partie de l'Edda poétique, donc on fait référence à l'Edda poétique, The Living History of Skyrim. Donc l'Edda poétique ici, donc on cite le titre de l'œuvre, ferait partie de l'histoire vivante du monde de Skyrim. Il nous dit que ces vers ont été perdus il y a longtemps. Mais voilà, encore une autre manière de mentionner directement une source. Et là, aussi une manière de la reprendre et de l'intégrer à l'univers fictionnel du jeu qui est développé. Troisième exemple. Alors ça, c'est le jeu que j'ai étudié c'est à propos du jeu que j'ai étudié dans ma thèse, Age of Conan, qui avait une bande-son qui a été composée par un compositeur, qui a été primé d'ailleurs de nombreuses fois. Et le thème principal, le prologue, qui est intitulé en anglais « The Dreaming Ere the World Crumbles », c'est en fait donc, la chanteuse Helen Buxle, qui est une chanteuse norvégienne que vous voyez là sur la photo en bas à droite, qui va chanter les paroles que vous voyez ici écrites, donc Other Verald Stay Pisk. Alors je vous invite à l'écouter, vous le trouvez très facilement sur YouTube. Vous cherchez sur Ere the World Crumbles. Parce qu'en fait, c'est un chant qui est très éthéré, voilà, qu'on a un peu du mal à comprendre. Donc vous pouvez l'écouter en ayant les paroles sous les yeux. Et en fait, quand on creuse un petit peu, ces différents vers sont issus du premier poème de l'Edda poétique, donc de la Völuspá, donc les dits de la voyante ou les dits de la prophétesse suivant la traduction. Mais en fait, c'est le premier poème, comme je disais, de l'Edda poétique qui couvre très rapidement les récits mythiques du début du monde à la fin du monde, à la fin des temps et au Ragnarok. Et voilà, ces vers-là viennent, alors je l'ai mis là, des strophes 24, 41, 45, mais pas dans l'ordre. Donc en fait, le compositeur, quand il a écrit les paroles, il a pris certains vers bien spécifiques, il les a réarrangés, et il en a fait des paroles pour sa chanson, pour le jeu Age of Conan. Voilà, donc là, c'est une autre manière aussi, encore une fois, de faire référence, de reprendre directement comme ça des sources pour constituer un univers fictionnel.
Ce qui est un peu rigolo dans ce texte-là, c'est qu'il y a une faute de frappe. Hein, dans la troisième ligne, ce n'est pas Thurna qu'il faudrait lire, mais Surma, si on va vérifier les sources, parce qu'en fait, ça ne renvoie pas au même mot. Hein, donc voilà, et depuis, les paroles de la chanson sont diffusées un peu partout sur Internet, toujours avec cette petite faute de frappe, on va dire, voilà, sur le dernier mot. Donc simplement, là, pour synthétiser sur ces références, comme on vient de le voir, donc on voit qu'il y a des références aux œuvres, comme j'ai montré avant sur l'Edda poétique, donc on va citer des œuvres ou des auteurs, on peut citer aussi des objets sources d'une autre manière. Là, vous voyez une capture d'écran du jeu Valheim, dont je vous parlais avant, avec une pierre runique. Donc ça, des pierres runiques, vous allez en trouver tout plein. Donc c'est une manière de mettre en scène les sources, ou de les citer. On va aussi avoir des références au texte, alors là, qui sont plutôt du contenu, comme on l'a vu avec le poème, enfin les deux poèmes qu'on retrouve soit dans le supplément Donjons et Dragons, soit dans la chanson d'Age of Conan. Donc ça peut être des textes complets ou des parties de texte. Et ces références peuvent être plus ou moins explicites. Donc ça dépend toujours des connaissances des récepteurs, en fait. Qu'est-ce qu'eux, ils sont capables de reconnaître? Est-ce que c'est quelque chose d'évident? Est-ce que ça les guide? Comme on l'a vu dans le premier exemple, on a le titre du poème, on sait à peu près à quoi ça renvoie. Par contre, pour comprendre les paroles, déjà en plus comprendre le vieux norrois, mais en plus comprendre les paroles très éthérées quand elles sont chantées par Helen Buxley du thème d'Age of Conan, c'est beaucoup plus difficile et c'est pas évident du tout. Donc voilà, c'est différentes manières, si on veut, de faire des références. Pour Skyrim, c'est plutôt de l'ordre du clin d'œil, voilà, et puis ça contribue à la mise en scène comme ça d'univers fictionnel, qui renvoie pas d'ailleurs forcément à notre monde. Skyrim, c'est pas notre monde, c'est un monde à part. Alors, maintenant, si on parle un petit peu de réécriture et d'adaptation, donc ma deuxième partie, deuxième série d'exemples, le premier que je vais prendre, c'est Neil Gaiman, que vous connaissez peut-être, encore une fois, pour le livre American Gods, sorti il y a quelques années, j'ai plus la date exacte, je crois que c'était au début des années 2000, en tout cas qui a donné lieu à une adaptation en série télé qui a connu un certain succès là, il y a quelques années, et qui, il me semble qu'elle continue. Et Neil Gaiman est assez féru de mythes nordiques, il le dit lui-même, et il a justement écrit, ou réécrit plutôt, donc ce livre, Norse Mythology, qui est paru en 2017, qui réécrit en fait, en quelque sorte, l'Edda en prose, il le dit dans son intro, donc il reprend les mythes nordiques, il se sert aussi de dictionnaire, donc il cite quelques-unes de ses sources, je crois que c'est le dictionnaire de Rudolf Simek. Voilà, et donc il va reprendre les textes et les réarranger un petit peu à sa façon. Donc il réécrit ses récits des dieux, voilà, comme je disais, principalement à partir de l'Edda en prose. Et ça a été adapté, alors ça, j'ai appris ça récemment, parce que ça date en fait, le premier volume est sorti, d'après ce que j'ai vu, en septembre 2020. Ça a été adapté depuis en comics. Donc on a Neil Gaiman qui réécrit des mythes à la période contemporaine et une adaptation en comics. Donc là, c'est intéressant pour l'histoire de la réception. Donc c'est-à-dire depuis 2020, on a des comics sur les mythes nordiques, mais qui sont en fait une adaptation d'une réécriture intermédiaire par un auteur anglais, d'ailleurs, Neil Gaiman. Donc voilà, ça montre un petit peu comment les choses peuvent se transmettre comme ça dans le temps. Alors, une réécriture que moi j'aime beaucoup, c'est celle de Willy Sørensen, un auteur danois, qui a publié en 1982 ce livre, Ragnarok and Gudförtelling, qui est donc une réécriture là aussi, principalement de l'Edda en prose, donc de tous les récits des dieux qu'on peut trouver. Là, je vous ai mis la première couverture, c'est important. Donc vous voyez sur la trace bleue, on voit Fenrir qui combat des dieux, on voit Thor avec son marteau, un soleil, des corbeaux aussi en haut qui sont le symbole d'Odin, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Willy Sørensen va présenter une version beaucoup plus nuancée, un peu ambiguë, avec des personnages qui cachent leurs intentions, notamment Odin, qui n'est pas tout à fait clair sur ce qu'il veut. En fait, il veut garder un espèce de statu quo.
Et on a dans cet ouvrage une vraie opposition, beaucoup plus peut-être que dans l'Edda, entre les dieux et les géants, qui forment deux peuples qui ne se comprennent pas, dont les rencontres posent des problèmes. Et en fait, là, comme pour toute réception, il faut le resituer dans son contexte, parce qu'en fait, ce livre, il est écrit pendant la période de la guerre froide, et notamment peu après la crise des euromissiles, qu'on a appelé les euromissiles, donc toujours sous cette menace de la menace nucléaire. Et en fait, vous voyez sur la couverture qu'il y a en fait deux images, parce que vous avez la bande bleue avec les histoires anciennes, mais dans le fond, vous avez un champignon atomique. Et en fait, ce dont il nous parle, Willy Sørensen, de très belle façon, en reprenant les mythes, c'est de l'opposition des deux blocs pendant la guerre froide, et qui va mener à une guerre finale, et qui va se finir d'une façon en même temps belle et triste, mais voilà, c'est aussi une forme d'engagement littéraire, politique de Sørensen. En fait, ça se finit par une destruction totale. Contrairement à l'Edda, il n'y a pas de renaissance après la destruction, après le Ragnarok, après la destruction du monde. On ne revient pas au... Alors, c'est difficile à dire que c'est cyclique ou pas. L'Edda, ou même dans la Völuspá, ce qui se passe à la fin du premier poème de l'Edda poétique, est-ce qu'on revient au début ou pas? Moi, je pense pas, mais on revient à un autre temps qui peut ressembler au début. Mais là, chez Sørensen, justement, c'est une fois que tout est détruit, tout est détruit. Et ça se termine, alors ça a été bien traduit en français par Michel Cadars, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, parce que ça a été mon enseignant à l'université de Strasbourg à l'époque, en langue scandinave, enfin un de mes enseignants. Et voilà, c'est lui qui avait fait la traduction de ce livre en français. Et la dernière phrase de clôture de l'ouvrage, je vais vous la lire parce que je la trouve très belle, c'est « Le frêne est devenu fumée ». Donc le frêne, c'est Yggdrasil. « Asgard devient fumée, la mer inonde tout Midgard, les oiseaux géants s'envolent, les ailes en feu, et disparaissent comme des étincelles dans la fumée. » Et c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Donc tout est détruit et il n'y a pas de retour en arrière possible. Et en fait, du coup, c'est un message aussi par rapport à la guerre froide, par rapport à la menace nucléaire, que si jamais la guerre devait arriver, il y aurait pas tout serait détruit, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Voilà. Donc ça, là, on voit un bel exemple de réécriture des mythes avec un usage dans un contexte socioculturel, politique, contemporain, en tout cas contemporain, de l'auteur. Autre exemple, la bande dessinée danoise Valhalla. Donc vous voyez ici la couverture du numéro 1 avec Thor, Loki dans leur chariot et les deux enfants qui accompagnent Thor. Alors là, qui est plutôt une bande dessinée qui est destinée aux enfants. Donc là aussi, toujours prendre en compte le public à qui on s'adresse. Elle a un ton un peu humoristique, et puis vous voyez les personnages avec des traits comme ça un peu rigolos, un Loki souriant, un Thor musclé, mais pas à la façon, comment je vais pas dire, pas à la façon des comics. Voilà, il se porte bien aussi, avec une grosse barbe. Donc ça, c'est une bande dessinée qui a été créée en 1979 par Henning Kure et Arne Stenbu. Alors là, pour le coup, c'est une production aussi par rapport aux comics, c'est une production danoise, donc des gens qui réinvestissent leur propre tradition, avec peut-être cette idée, puis j'en reparlerai tout à l'heure, que c'est peut-être plus facile à détourner, il y a moins de fantasmes quand c'est réécrit par des personnes extérieures, et donc on peut se permettre justement ce côté et ce ton un petit peu humoristique. D'ailleurs, il y a des choses humoristiques dans les Edda, à plusieurs reprises. C'est pas toujours sérieux, en fait, les mythes nordiques. Donc, Valhalla, la bande dessinée, elle va reprendre aussi l'Edda en prose, les Edda poétiques, et puis d'autres récits. Et alors là, à l'époque, les auteurs nous avaient présenté aussi comment ils avaient construit l'histoire. Et ce qu'il faut savoir, alors je l'ai pas dit, j'ai oublié de le dire avant, je trouvais que j'avais déjà parlé beaucoup, mais en fait, les différentes sources, elles racontent pas toujours la même chose, voire même des fois elles sont contradictoires. Entre les Edda en prose, les Edda poétiques ou d'autres, ou même l'histoire des rois de Norvège, comme je vous disais, des fois on présente les dieux
comme étant des humains divinisés, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Enfin, en tout cas, ça dépend des parties en plus alors de l'Edda en prose. Mais c'est pas, toujours le cas, ce qui fait qu'on a des différences entre les sources, puis il n'y a pas que ça, hein. La création du monde peut être différente suivant les textes, les liens de parenté entre des personnages peuvent être différents suivant les textes, etc. etc. Notamment Tyr et son ascendance chez les géants. Et du coup, en fait, ils sont obligés de faire des choix parce qu'eux ne peuvent pas présenter différentes versions juste dans une BD. Et ça renvoie à l'idée que les productions contemporaines telles que celle-ci, mais aussi telles que celle de Sørensen, celle de Gaiman, en fait, elles uniformisent des textes qui, à la base, sont variés et présentent différentes versions possibles. Donc, elles sont obligées de faire des choix. Et on a peut-être des fois cette image de récit uniforme, qui n'aurait qu'une version, qui serait la bonne, alors qu'en réalité, encore une fois, les choses sont plus complexes puisqu'on a différentes versions. Donc, aujourd'hui, quand on réécrit, on est aussi obligé de faire des choix. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Il n'y a pas une version unique, même si les médias contemporains aujourd'hui peuvent le présenter comme tel. Et donc cette bande dessinée sera aussi adaptée en dessin animé un peu plus tard. Donc on voit que ça s'étend ensuite sur différents supports médiatiques. Alors là, une adaptation, je vais passer plus rapidement, mais il y a des adaptations de récits islandais aussi en manga. Alors, il y a beaucoup de références au mythe nordique dans les mangas, mais là, c'est vraiment la réécriture, en particulier de certaines sagas. Alors, on n'est plus sur les mythes nordiques, vraiment, mais plutôt sur des sagas historiques, pseudo-historiques, avec ce manga qui s'appelle Vinland Saga, qui commence à être publié en 2005, écrit par Makoto Yukimura, qui reprend en fait deux sagas, la saga des gros... En fait, quand on parle de saga du Vinland, on l'utilise chez les scandinavistes aussi, en fait, c'est la saga des Groenlandais et la saga d'Éric le Rouge, qui racontent des choses qui se passent au XIe siècle. Enfin, le manga, en tout cas, parle de l'invasion de l'Angleterre par les Danois, et ça se déroule au XIe siècle. Et c'est, en tout cas, les premiers volumes, jusqu'au 8, sont sur le thème de la vengeance. C'est le héros principal qui va vouloir venger, notamment la mort de son père. Et on va retrouver une référence aux berserkers, donc ça fait un peu référence au mythe nordique, puisque les berserkers sont les hommes d'Odin, et avec une interprétation particulière, qui est une interprétation un peu tardive et fausse. En fait, les berserkers, c'est ces hommes qui pouvaient rentrer dans une transe qui leur permettait de devenir presque invulnérables au combat, en tout cas de ne pas ressentir la douleur, d'être très fort, etc. Donc c'est le Berserkergang, ce qui avait été traduit par Dumézil. Berserkers, c'était les guerriers fauves, la traduction de Dumézil, et puis dans l'histoire des rois de Norvège, François-Xavier Dillman parle de la furie des guerriers fauves, et une des interprétations serait qu'ils auraient pris des champignons qui les mettaient dans cet état d'extase. Aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est cette interprétation-là qu'on retrouve dans ce manga. Alors, en termes de réécriture, alors là, ça pourrait déjà rentrer dans la partie suivante, qui est plutôt l'adaptation, mais je vais quand même revenir dessus. Donc, vous connaissez sans doute tous Thor, le héros de comics, des comics Marvel, qu'on trouve justement chez Marvel, sous la plume de Stan Lee depuis 1962. Il y avait eu d'autres choses avant, mais voilà, celui qui est le plus connu et qu'on retrouve au cinéma aussi aujourd'hui, c'est celui-ci, qui avait été dans l'histoire originale puni par Odin et enfermé dans le corps de Donald Blake. Alors, c'est pas tout à fait ça l'histoire originale, ça c'est déjà une explication plus tardive. En fait, dans la toute première histoire, c'est Donald Blake qui est un docteur mais qui a un handicap qui marche pas bien, qui va trouver un objet qui va lui donner la force de Thor. Un peu comme William Blanc, qui était aussi intervenu ici, et évoque un lien avec le mythe du roi Arthur et le fait de retirer Excalibur du rocher, qui va aussi donner un statut au roi Arthur. Donc là aussi, Donald Blake trouve un objet qui est en fait Mjolnir, qui lui donne les pouvoirs de Thor. Mais en fait, qui est déguisé sous forme d'une canne. C'est quand il la tape sur le sol qu'il peut se transformer en Thor.
Thor va être un des membres fondateurs des Vengeurs. Alors aujourd'hui, c'est les Avengers, on a gardé le nom en anglais. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, hein, après les premiers volumes, en fait, on va reprendre les histoires en fait, des mythes nordiques et on va les mettre sous forme de comics. Donc, il n'y a pas que les histoires de Thor, il y a des petits fascicules à la fin qui reprennent ces mythes et qui re-racontent les histoires des dieux telles qu'on peut les trouver justement dans l'Edda. Et après, plus tard, il y aura aussi des réécritures du Ragnarok. Le Ragnarok qui va revenir plusieurs fois en fait dans les comics Marvel. On va aussi trouver d'autres dieux, hein, alors principalement Loki, présenté comme d'abord le dieu du mensonge, puis le dieu du mal dans les comics Marvel, mais aussi d'autres personnages comme Surtur, hein, donc, cette créature faite de feu qui participe à la fin des temps aussi, un peu, on pourrait dire un géant du feu, mais c'est peut-être un peu surinterprété. On aura la Valkyrie aussi dans les comics Marvel, Odin, Balder et d'autres, voilà, plein d'autres figures mythiques. Et dans tout ça, moi, alors donc Loki va avoir droit à ses propres histoires, hein, où il va être le personnage principal. Et alors, moi, une que j'aime vraiment beaucoup, c'est cette version-là, Loki, par Robert Roddy, publiée en 2004, où en fait, Loki arrive enfin à réaliser son souhait de prendre la tête d'Asgard et de devenir donc la personne régnante sur les dieux nordiques. Et il a réussi à emprisonner Thor, hein, comme on le voit là sur la couverture. Donc, en plus, c'est superbe en termes d'illustration, c'est vraiment magnifique. Et l'histoire est très intéressante parce que ça va inverser les perspectives. Donc, Loki va être sur le trône et en fait, il va se rendre compte que gouverner, c'est pas si facile. Donc, il va être confronté à plein de problèmes que peut rencontrer un roi, et puis il voit que c'est dur. Et ça se termine en fait au final sur une réflexion sur ce que sont différents récits ou différentes versions d'un récit, différentes manières de raconter. Et donc une réflexion aussi sur ce qu'est le mythe et ce que sont ces histoires qui sont transmises. Voilà. Autre publication plus récente où Loki est central, c'est Loki Agent of Asgard, où là on a un Loki jeune qui va vivre quelques aventures. Mais donc Loki devient important aussi. Voilà pour quelques exemples. Alors justement, interroger les réécritures, hein, comme je vous le disais avant, ça peut renvoyer notamment à cette question de l'uniformisation. Donc comment est-ce qu'on présente une version unifiée des mythes aujourd'hui ? Ça, c'est une vraie question qui renvoie finalement à la question de la construction de la tradition, des questions mémorielles aussi, comment est-ce qu'on reconstruit un passé, etc., etc. Voilà, je vous ai mis en image, vous savez peut-être qu'il n'y a pas très longtemps, c'était en partenariat avec le journal Le Monde, hein, il y a toute une série d'ouvrages qui réécrivent les mythes nordiques qui ont été publiés, donc là vous avez toute la série. Donc toujours, quand on interroge les réécritures, on pose la question de l'adaptation au nouveau contexte, au nouveau cadre. Hein, ça, je vous l'ai montré notamment avec Sørensen et la guerre froide. Les nouveaux publics, enfants ou adolescents. Voilà, donc, interroger aussi les différents degrés de réécriture. Hein, on s'éloigne plus ou moins des sources suivant comme je disais, le public, le contexte, ou même les choix que peuvent faire les auteurs, hein, donc, par exemple dans les comics Marvel. Donc, voilà quelques types de problématiques que l'on peut interroger lorsqu'on s'intéresse à la réécriture. Donc maintenant, on va un peu plus loin dans les transformations. J'espère que je ne parle pas trop. Donc on va un peu plus loin dans les réceptions et les transformations. Et je vais commencer par un exemple un peu rigolo que j'avais découvert pendant ma thèse. C'était ce rhinocéros Juxia, le berserker, qui est en fait un monstre qu'on trouve tout au bout d'une contrée asiatique et inspirée par les pays asiatiques dans le jeu Age of Conan, hein, que j'ai étudié donc, pour ma thèse. Alors c'est rigolo parce que effectivement les berserkers, normalement, c'est des hommes, c'est des humains qui sont au service d'Odin. Donc là, le fait qu'aujourd'hui le terme soit rentré aussi dans le langage assez courant finalement en anglais et qu'on l'applique à un rhinocéros, je trouvais ça un peu cocasse, mais ça dit des choses de la réception, hein, aussi d'éléments de mythes nordiques, hein, qu'on extrait de leur source et puis qui vivent un peu leur vie propre, enfin, en tout cas qu'on utilise comme ça de manière un peu isolée et puis un peu nouvelle. Alors, je l'ai évoqué juste avant, hein, autre
réception, on va dire, en même temps des mythes nordiques et sur plus, alors là, sur l'histoire viking, c'est la série télévisée Norsemen, qui est en fait alors une vision plutôt comique. On est presque là dans la parodie de la série télévisée Vikings. Et Norsemen, en fait, c'est une série norvégienne qui est sortie entre 2016 et 2020. Hein, je crois qu'elle s'est arrêtée maintenant, filmée en 2 langues, en norvégien et en anglais directement. Et donc, elle est, comme je disais, hein, sur le ton de l'humour et de la parodie. Hein, donc, c'est une comédie avec des références contemporaines. Il y a voilà, des choses un peu rigolotes. Hein, dès le premier épisode, un chef qui n'aime pas faire usage de la violence pour contrôler ses hommes parce que voilà, il n'aime pas ça. Des blagues aussi un peu sur des petites barrettes runiques que les personnages ont pour lire quand ils sont aux toilettes. Donc voilà, qui fait référence en fait au fait que nous, on peut avoir un magazine de temps en temps qu'on a à portée de main, ou son téléphone, ou je ne sais quoi, et puis du coup, ils lisent ces trucs-là. Donc voilà, c'est très drôle. Et c'est là aussi, encore une fois, une autre manière de réécrire le Moyen-Âge scandinave. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, ce qui est intéressant, c'est une série norvégienne qui reprend donc des traditions scandinaves, donc qui peuvent être rattachées aussi à peut-être le passé hein, de ces pays, et peut-être qu'ils se permettent un peu plus de liberté voilà, que d'autres qui pourraient avoir une vision un peu plus fantasmée des mythes nordiques. Autre série norvégienne aussi, Ragnarok, plus récente, de 2020, je crois qu'il va avoir une saison 2 très bientôt. Alors là, qui est dans un cadre contemporain, hein, donc c'est plutôt une série pour adolescents. Vous avez les personnages principaux là en bas de l'image, et qui racontent en fait dans la petite ville d'Eda en Norvège, qui est une invention aussi, hein, mais ces enfants dont certains sont en réalité, alors on ne sait pas trop, l'incarnation, des réincarnations des dieux. Donc le personnage tout à droite qui est Thor. Puis vous avez aussi Loki dans le tas, alors je vous laisserai découvrir qui est qui si vous regardez la série. Et d'autres personnages qui sont les géants. Et en fait, derrière tout ça, il y a un propos écologique. En fait, il y a une lutte en fait, entre la nature et la préservation de la nature, plutôt du côté des dieux, et la pollution, et notamment ce que les géants font au monde en termes de pollution, et donc une lutte entre géants et dieux. Mais dans un cadre contemporain, comme je vous disais, et puis avec cette question écologique, donc tout comme Willy Sørensen avait un avis sur la guerre froide en 1980, là, on a un positionnement écologique de la part des créateurs. Alors une autre écriture, là, c'est le jeu vidéo Jotun, très joli jeu vidéo indépendant hein, qui est sorti en 2015, qui est plein de références justement à la mythologique, hein, là, pas de vikings ou autre, où en fait on va incarner un personnage féminin qui s'appelle Thora, qui est une guerrière en fait, et qui est une grande guerrière hein, du moment où elle est en vie, donc qui pensait arriver au Valhalla, mais elle meurt d'une façon qui ne lui permet pas d'entrer au Valhalla, mais Odin va la soumettre à un certain nombre d'épreuves pour savoir si elle mérite d'aller au Valhalla, et elle va en fait devoir affronter un certain nombre de géants, et sans dévoiler la fin, mais en fait tout ça c'est un peu une mise en scène d'Odin. Ce qui est très intéressant, alors là c'est un étudiant que je salue, hein, dont j'ai dirigé le mémoire l'année dernière, Thomas Lelouarn, qui a montré qu'en fait il y avait, qui était questionné en fait dans ce jeu le genre, hein, le fait d'incarner un personnage féminin, d'ailleurs qui n'est pas hyper sexualisé comme dans beaucoup de jeux vidéo, comme on peut voir justement des personnages féminins dans beaucoup de jeux vidéo, hein, quand on pense à Lara Croft par exemple, plein d'autres. Hein, là, c'est pas la question. Mais donc voilà, quelle est la place de la femme? Est-ce qu'en plus une femme peut avoir sa place au Valhalla? C'est quand même pas présent dans les sources. Mais donc ça pose, c'est aussi une question contemporaine, hein, la question des genres. Et puis aussi un peu une forme de paternalisme hein, de la part d'Odin, qui soumet la jeune femme à différentes épreuves. Donc voilà, ça c'est dans son travail. Moi, ce dont je voulais vous parler par rapport à ce jeu, pour parler un petit peu en termes de réception, là aussi, c'est l'esthétique que va développer ce jeu. Alors vous avez à gauche une représentation d'Odin. Alors vous avez Thora qui est à ses pieds, là on la voit de dos, mais vous avez une représentation d'Odin sous sa forme guerrière hein, dans le jeu Jotun, donc avec une cape, une lance à la main, un casque ailé.
Et alors, je vous ai mis juste pour comparer une représentation d'Odin dans un manuel de Donjons et Dragons consacré aux dieux qui était paru en 1980. Vous avez quasiment la même représentation. C'est la cape, la ceinture en fer, de la fourrure, la lance à la main, un casque avec des ailes, etc. Et en fait, ce type de représentation-là, et alors là, vous en avez deux qui viennent de Jotun. Donc, on a toujours Odin guerrier. Et vous avez une autre forme, c'est Odin dans sa forme du voyageur, avec un manteau gris et un chapeau pointu. Alors, vous voyez un peu Gandalf, c'est normal. Beaucoup de représentations de Gandalf sont en fait inspirées d'Odin sous sa forme de voyageur, qu'on va retrouver dans certaines sagas, notamment. En fait, ces représentations, leur modèle esthétique vient des costumes de l'opéra de Wagner, donc du 19e siècle. Dès que vous voyez des casques avec des ailes, dès que vous voyez même des casques à cornes, mais essentiellement les casques télé, un peu comme ça, c'est des représentations qu'on peut dire wagnériennes. Et en fait, vous avez juste en dessous, en correspondance, les concepts de costumes de Karl-Emil Doppler, qui était la personne qui a conçu les costumes, pour l'opéra L'Anneau des Nibelungen. Donc l'opéra par Wagner, qui reprend des mythes nordiques et qui les mélange à la chanson des Nibelungen, qui est une version allemande de la Völsunga Saga. Et donc vous voyez bien que d'un côté, on a Odin guerrier, toujours avec sa lance, son casque ailé, un bouclier, etc. Et à droite, vous avez Odin, là aussi avec une lance, mais dans un long manteau, un peu de couleur violette, un chapeau, toujours sa longue barbe. Et on voit bien. Donc, ce qui est intéressant en termes d'esthétique, c'est qu'on ne peut pas renvoyer en fait aux sources originales, mais on a eu des réceptions intermédiaires qui influencent nos représentations jusqu'à aujourd'hui. Et là-dedans, le 19e siècle est central dans les réceptions qu'on a du Moyen-Âge scandinave, que ce soit les représentations vikings et ou les représentations des mythes nordiques ou des êtres des mythes nordiques. Donc là aussi, quelques exemples. Vous avez donc sur la gauche, là, The Glory of Isgard, ça s'est tiré d'un manuel de Donjons et Dragons sur l'univers de Planescape. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez une Valkyrie sur son cheval, avec un casque à cornes, une lance dans la main, sur un cheval ailé, puis elle est en armure, avec une cape aussi sur le dos. Et vous avez à droite la première Brunhilde, la première Valkyrie dans l'opéra de Wagner, avec son cheval qui s'appelait Cocotte, je crois, offert par Louis II de Bavière, mais aussi dans ce costume avec une lance, un casque ailé, une armure, une cape sur le dos. Donc, vous voyez, ces représentations wagnériennes, l'image dans Donjons et Dragons, là, elle date de la deuxième moitié des années 1990. Donc on voit l'influence de Wagner encore très récemment, puis encore aujourd'hui. En fait, je vous parlais des comics, de l'adaptation du livre de Neil Gaiman, et je suis allé jeter un œil juste avant, donc je n'ai pas pu l'intégrer là, mais juste avant la présentation. Et en fait, on retrouve les représentations wagnériennes. C'est Odin avec un casque ailé, avec sa lance dans la main, etc. Donc c'est encore aujourd'hui une référence en termes d'esthétique, ce style wagnérien. Et alors par contre, vous voyez, quand je vous disais, on pourrait renvoyer aux sources, voilà le type d'image qu'on peut avoir des représentations médiévales des dieux. Donc là, vous avez bien entendu reconnu le dieu Thor sur la pierre d'Altuna, qui date à peu près du XIe siècle. Vous le reconnaissez, bien sûr, avec son marteau. J'arrête de faire la blague sur le regard. On reconnaît, il a son marteau en main, et en fait, c'est la scène où il va pêcher le serpent de Midgard, Jormungandr. Et en fait, il y a un moment où il tire tellement fort sur la canne à pêche que ses pieds traversent le fond du bateau. Il va s'appuyer sur le fond de la mer pour relever le serpent, et donc on voit son petit pied là, comme ça, qui dépasse du bateau. Donc ça fait référence à cette scène-là. Donc voilà le type de représentation qu'on a. Et puis vous avez l'équivalent sur une autre pierre, qui a été moins bien conservée, mais vous voyez toujours ce petit pied là qui dépasse du bateau avec la ligne de pêche. Donc c'est aussi là Thor. Donc voilà le type d'esthétique qu'on a. Alors de nos jours, dans des jeux, comme par exemple ce jeu Vikings Gone Wild, qui était un jeu sur support mobile qui a été adapté en jeu de plateau, voilà comment on représente Thor aujourd'hui dans un jeu vidéo, jeu de plateau. Donc torse nu, un slip en fourrure avec une ceinture en fer. Et puis alors, un casque ailé, donc toujours quelques références comme ça wagnériennes, mais surtout ce physique et ce visage
Et puis voilà, cette musculature, évidemment, c'est une référence à la culture populaire et pas n'importe quoi, puisque c'est une référence à Arnold Schwarzenegger. Dans son rôle de Conan, hein, on retrouve le slip de fourrure et puis bien entendu les bracelets de force, la mâchoire carrée. Hein, donc c'est une espèce un peu de caricature là, de Schwarzenegger qu'on a dans cette représentation de Thor. Donc encore une fois, une réception intermédiaire qui influence de l'esthétique de jeux contemporains. Et là, l'influence, donc, elle vient, comme je le disais, de la culture populaire et du cinéma. Donc voilà, Schwarzenegger. Et alors là, encore une autre manière de représenter les deux. Là, je vous présente Thor dans le jeu vidéo StarCraft 2, donc un jeu de RTS, donc un jeu de stratégie en temps réel, un jeu de guerre, hein, dans lequel on peut notamment contrôler des robots qui s'appellent Thor, parce qu'il y a beaucoup de références. On peut jouer en fait soit des races extraterrestres, soit les humains. Et chez les humains, il y a plusieurs références, soit aux Vikings, soit aux dieux nordiques. Et dans StarCraft 2, il y a une mission sur une planète, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais qui s'appelle Valhalla, je crois, où on dirige un robot géant qui s'appelle Odin, qui est vraiment très très puissant. Et en fait, on va nous faire des versions miniatures, mais qui sont quand même assez grandes, de Odin, qui sont Thor. Donc il y a une espèce de filiation en plus entre Odin et Thor dans StarCraft. Donc voilà, on peut aussi avoir des réécritures, comme c'est pour ça que je parlais de réception, de façon, sous des formes de science-fiction futuriste. Donc voilà, sur les réceptions et les transformations, que j'aurais pu mettre au pluriel, donc comme je disais, hein, des réceptions intermédiaires, l'esthétique wagnérienne par exemple, beaucoup de choses au XIXe siècle, mais plus récemment, aussi l'esthétique de la série télé Vikings. Alors on le voit notamment, là je vous ai mis des images en haut de la série télé Vikings avec les coupes de cheveux, qu'on va retrouver dans le jeu Assassin's Creed Valhalla de Ubisoft, hein, qui est sorti l'an dernier. Donc en fait, aujourd'hui, la série télé Vikings a une influence, alors je ne sais pas si ça sera aussi important que Wagner l'a été, mais a une influence sur l'esthétique viking et sur les mythes nordiques aujourd'hui. Et donc je disais aussi des influences de la culture populaire qui peuvent être des influences des comics ou des films, hein, comme on l'a vu avec Conan. Et là aussi, toujours, hein, l'adaptation à de nouveaux cadres. Et ça, c'est un phénomène qu'un auteur que j'aime beaucoup, un philosophe allemand, Hans Blumenberg, a appelé le travail sur le mythe. Donc c'est ce renouvellement continuel dans l'usage des références au passé, aux références mythiques, toujours adaptées à de nouveaux cadres ou de nouvelles situations. Pour finir, voilà, dernière série d'exemples, les hybridations et les syncrétismes. Donc là, ça va être le mélange, hein, avec d'autres traditions. Donc je vais commencer par le cas de Conan, hein, donc, que j'ai étudié dans ma thèse. Hein. Donc, je vous disais, Conan, un personnage inventé par Robert Irvin Howard dans les années 30. Hein. Les nouvelles, elles vont de Conan, hein, elles vont de 1932 à 1936, qui a donné lieu donc, à des réécritures, des compléments, beaucoup d'adaptations en comics, notamment chez Marvel, hein, très, très, très long, là par contre qui a fait connaître le personnage encore plus qu'à l'époque des magazines Pulp. Hein, donc ça, c'est les années 60, 70, 80. Les films, hein, avec le fameux film de Milius, dont je vous ai montré une image tout à l'heure, hein, en 1982, si je ne me trompe pas. Et puis des adaptations jusqu'à aujourd'hui en jeux vidéo, des nouveaux comics, une nouvelle ère. Et en fait, Howard, il avait écrit une nouvelle de Conan qui se passait dans le Nord, qui s'appelait La fille du géant du gel. Il faut savoir, ça c'est intéressant, qu'elle a été refusée à l'époque comme une nouvelle de Conan, mais c'est par la suite qu'elle a été réintégrée au canon, et aujourd'hui qui est devenue une nouvelle classique, au point où, quand on cite un exemple, alors j'ai un manuel de jeux vidéo, pas pour celui que j'ai étudié, mais pour un autre, où en fait, pour présenter ce qu'étaient les histoires de Conan, on choisit cette nouvelle-là. Alors qu'en fait, à l'époque, elle n'était même pas sortie elle n'avait pas été publiée comme une nouvelle de Conan. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver des références à Asgard, Vanaheim, avec les Aesir et les Vanir, deux familles de dieux, mais là aussi dans une perspective évémériste, parce que c'est des humains. En fait, l'explication, c'est que les histoires de Conan, ça se passe dans une version pré-cataclysmique de notre propre monde, et que ce qui s'y passait, les histoires, les aventures, c'est ce qui a donné lieu à nos mythes et nos légendes aujourd'hui. Donc, pour Howard, c'est une réécriture, donc inversée de l'évémérisme. Hein. Il présente des humains en référence aux mythes que nous, on connaît aujourd'hui. Alors, pourquoi je l'ai mis dans la catégorie syncrétisme, il y a hybridation, parce qu'en fait, le monde de Conan, c'est un mélange de références à différentes époques
et à différentes périodes, et principalement donc, le Moyen-Âge médiéval scandinave, mais aussi l'Antiquité gréco-romaine pour l'Aquilonie, pour le royaume. Alors, Conan, qui est un barbare du Nord, va devenir le roi d'Aquilonie, qui est un grand royaume du centre en fait, du monde, qui est beaucoup inspiré comme je disais, par l'Antiquité. Et vous avez la Stygie aussi, qui est un royaume où il y a beaucoup de sorciers, qui lui est inspiré de l'Égypte ancienne. Et donc en fait, on voit que le monde de Conan, pour les principales régions qu'on va ensuite retrouver dans le jeu vidéo, c'est en fait un assemblage de différents âges d'or mythiques. Je disais, hein, le Moyen-Âge scandinave, l'Antiquité gréco-romaine et l'Égypte ancienne. Et donc c'est, vous voyez, un nouveau monde qui hybride des traditions culturelles et historiques différentes. Les Chevaliers du Zodiaque, qui reprend aussi, qui consacre un arc particulier au mythe nordique. Alors, on en parlait justement ce matin avec Emmanuel Cantric, qui connaissait aussi ça, hein, c'est lui qui me l'a cité en exemple. Donc voilà, j'étais content de dire, bah voilà, ça sera dans la présentation. Et donc, les Chevaliers du Zodiaque, alors à la base, hein, les chevaliers, pour ceux qui connaissent, sont basés sur les mythes grecs, hein, et puis sur les différents signes astrologiques, mais il y a toute une histoire. Ils doivent protéger Athéna, les chevaliers de bronze, et puis ça fait référence à plusieurs constellations. Donc ça se place au départ dans les mythes grecs. Mais il y a un arc qui est spécifique à la série télé, parce que dans le manga original, c'est pas développé. En fait, il y aura un film un peu à part qui se passe dans le Nord, et puis ensuite, c'est l'arc dans cette série télé, qui s'appelle qui a été intitulé le chapitre Asgard, avec... et alors, c'est comment... pardon. Le chapitre Asgard, en fait, il met en scène la guerre contre Hilda de Polaris, qui est cette princesse que vous avez au milieu, qui porte l'anneau des Nibelungen. Alors ça fait référence à la tradition allemande, parce qu'en fait, le chapitre Asgard, c'est un mélange de références wagnériennes avec des références encore mythiques des sources nordiques. Donc déjà que Wagner, c'était un mélange entre la chanson des Nibelungen et les mythes nordiques, et là en plus on remélange encore un peu tout ça. Donc c'est quand même beaucoup de références à Wagner. Et donc Hilda de Polaris porte un anneau qui va la corrompre, et puis les chevaliers de bronze d'Athéna vont combattre Hilda et ses chevaliers. Alors, il faut savoir que Hilda, elle a une sœur qui s'appelle Freya, donc du nom d'une déesse nordique qui fait partie de la famille des Vanir. Et parmi les 7 guerriers divins, donc les 7 chevaliers qui protègent Hilda de Polaris, vous en avez un qui fait référence à Thor, vous en avez un qui fait référence au cheval d'Odin, Sleipnir, vous en avez un qui fait référence à Fenrir, hein, le loup qui dévore le ciel et qui tuera Odin à la fin des temps. Tout en haut, vous en avez un qui fait référence à Sigurd, Siegfried, le tueur de dragons, un guerrier invincible avec seulement un petit point faible, au niveau du dos, hein, au niveau du cœur, etc. etc. Et puis vous avez Odin qui est toujours en référence en arrière-plan, puisqu'en fait il faut que les chevaliers réunissent les saphirs d'Odin pour s'emparer de l'armure d'Odin et de l'épée qui permet de détruire cet anneau des Nibelungen. Donc c'est l'épée de Balmung, qui est en fait une épée qui fait référence à la saga des Volsung, hein, qui s'appelle Grammer dans la saga des Volsung. Donc c'est l'histoire de Sigurd. Donc voilà, c'est un mélange. Et donc une rencontre, une forme de rencontre entre les traditions grecques et les traditions scandinaves. Alors, autre exemple que j'aime beaucoup, Stargate. Alors la série télévisée, hein, il faut savoir, donc, qui est issue d'un film de 1994 de Roland Emmerich, hein, qui s'appelle Stargate, la porte des étoiles. Et donc cette série télévisée va développer l'univers. Alors au départ, c'est uniquement sur les traditions, les mythes égyptiens, puisqu'en fait dans le film Stargate, ça part de cette fameuse idée, hein, qui circulait un petit peu à l'époque, que les pyramides avaient été construites par des extraterrestres et permettaient en fait des vaisseaux extraterrestres de se poser.
Et il y avait les portes des étoiles, c'est ce qui permettait de voyager entre les planètes. Donc tout ça va être développé dans la série télévisée Stargate. Et c'est là où on va aussi... c'est dans le cadre de la série qu'on va montrer qu'il n'y a pas qu'une race d'extraterrestres qui renverrait au mythe égyptien, mais donc qui sont les Goa'uld, mais qu'il y a aussi une race qui s'appelle les Asgard, et non pas les Aesir. Alors voilà, ils ont gardé le nom du lieu plutôt que le nom du peuple. Et donc cette race, en fait, est aussi une race très avancée technologiquement, et donc qui sont en fait ces petits hommes gris que vous avez là en illustration. Donc ils apparaissent dans un épisode qui s'appelle le Marteau de Thor, qui se passe sur une planète qui s'appelle Cimmeria. En fait, il faut savoir que les Asgard font partie des 4 grandes races, de l'alliance en fait de 4 grandes races qui, il y a des millions et des millions d'années, en gros, géraient ou avaient la main sur la galaxie et faisaient en sorte que tout se passe bien, puisque c'était des races plutôt gentilles, contrairement aux Goa'uld qui essayent d'asservir les humains. Et donc, les Asgard vont s'associer en quelque sorte aux humains pour les aider. Et donc, ça fait en plus référence là à l'extraterrestre de Roswell, hein, la zone 51, etc. C'est les petits hommes gris avec des grands yeux noirs. Et donc, alors, vous avez parmi ces êtres, là, vous avez Thor et Loki qu'on va voir dans la série. Alors, je ne sais plus qui est qui. Alors, normalement, en haut, c'est Thor, hein, sur son siège. Voilà. Donc, c'est encore... Je parlais avant pour le jeu vidéo, c'était StarCraft 2, hein, de Thor dans une vision un peu de science-fiction. Bah, là aussi, on a une adaptation en science-fiction. Et puis, cette fois, je disais, une rencontre entre mythe égyptien et mythe nordique. Donc voilà, pour les hybridations, les syncrétismes, alors on va... différentes manières de faire. Alors souvent le Nord, ou les mythes nordiques de manière générale, vont faire référence à un espace ou à des traditions parmi d'autres. C'est-à-dire que c'est présenté, dans notre monde ou dans le monde fictionnel, il y a différents types de traditions qui sont liées à des espaces aussi particuliers, et que chaque tradition est légitime dans son espace ou dans son ère socioculturel ou dans son ère historique, etc. Et puis on fait faire des assemblages parfois. Et dans le supplément Mythes et légendes pour Donjons et Dragons, et puis tous les suppléments un peu sur les yeux, c'est fait comme ça. On présente différents panthéons de divinités, hein, panthéon grec, égyptien, des fois chinois, aztèque, je ne sais quoi. Et ils vont être présentés les uns à la suite des autres comme des grands ensembles. Et voilà, donc c'est des assemblages, hein, là aussi. Et donc, comme je disais, ils sont légitimes en tant que tradition particulière. Donc, c'est des traditions parmi d'autres. Hein. Et puis, on va avoir différents types de croisements. Ça peut être des juxtapositions, hein, comme je disais là. Donc, on va avoir différentes traditions, différentes références. Je vous ai mis un monde de jeu de rôle, là, qui est celui des Secrets de la Septième Mer, où il y a des... Vous voyez, c'est fondé un peu sur l'Europe. Et en fait, il y a des îles dans le nord qui font référence aux Vikings et aux mythes nordiques. Donc, on juxtapose différentes traditions. Vous voyez, alors c'est écrit en tout petit, mais vous voyez peut-être l'île d'Avalon aussi, qui fait référence là au récit anglais ou anglo-saxon. Et donc, voilà, on juxtapose un peu tout ça. Après, vous avez aussi des formes d'hybridation, voire même de syncrétisme à proprement parler, où en fait, on va les mélanger. Par exemple, dans Donjons et Dragons, il est possible que des personnages qu'on appelle les Einherjar, qui, dans les traditions scandinaves, les Einherjar, c'est en fait les guerriers choisis par Odin, qui sont emmenés par les Valkyries au Valhalla pour se préparer à combattre contre les géants lors du Ragnarok, lors de la bataille finale. Donc, ils servent Odin. Dans Donjons et Dragons, dans Planescape, les Einherjar peuvent servir d'autres dieux et pas forcément les dieux nordiques. Donc là, on a vraiment un croisement, une hybridation. Voilà. Donc, on peut avoir des Einherjar de dieux grecs. Donc voilà, différentes formes aussi de mélange qu'on peut trouver dans la culture populaire aujourd'hui. Enfin, je devrais dire dans les industries culturelles aujourd'hui. Mais j'en arrive à ma conclusion. Donc voilà, s'il y avait, on va dire, deux choses principales à retenir, hein, donc c'est que les mythes nordiques, comme je le disais au début, il faut relativiser un petit peu ce qu'on appelle mythes nordiques. C'est essentiellement des sources littéraires. C'est de la littérature, c'est pas des systèmes de croyances.
Donc ça donne des histoires qui étaient traditionnelles, mais qui avaient aussi un certain but, ou qui étaient utilisées de certaines façons à une époque donnée. Donc voilà, il faut les relativiser, il faut les recontextualiser. Faut aussi penser qu'elles ne sont pas forcément, en tout cas que tout n'est pas aussi homogène que ce qu'on pourrait penser. Puis je vous disais, les recherches récentes, notamment donc celle du collègue dont je vous parlais, montrent aussi l'aspect politique. Donc ça, c'est une nouvelle branche qui s'ouvre dans les recherches, dans les études scandinaves, et c'est bienvenu, évidemment. Et en termes d'histoire de la réception, on a vu qu'il y avait des emprunts qui pouvaient être partiels ou complets à ces récits. Moi, j'ai appelé dans ma thèse aussi, j'ai dit qu'il y avait un processus de continuité non linéaire, que j'ai appelé continuité non linéaire, avec cette idée qu'il y a des réceptions intermédiaires, et qu'il y a aussi parfois des retours en arrière, et des retours aux sources originales, donc une volonté de revenir à des sources originales, je m'entends, les sources médiévales, parce qu'on ne connaît pas l'origine des mythes nordiques, ça on ne la connaîtra jamais, et donc à ces sources-là. Et donc c'est une continuité, mais qui ne suit pas de manière stricte la flèche du temps, mais qui va faire référence en fait à diverses époques, peut-être un peu d'emprunt wagnérien, en même temps que je vous ai montré tout au début les références au dit du Très-Haut dans le manuel sur les Vikings, ou aux paroles de la Völuspá dans la chanson d'Age of Conan. Voilà, donc c'est ce que j'ai appelé moi un phénomène de continuité non linéaire. Donc il y a du continu, mais c'est pas une étape après l'autre. Voilà. Et puis toujours bien penser que les usages aujourd'hui, il faut les replacer dans de nouveaux cadres, dans de nouveaux contextes, ça on le dira jamais assez, et tout en faisant attention aussi aux usages politiques. On parlait d'usages politiques du passé, mais il faut toujours faire aussi très attention, voilà, j'en ai pas parlé dans cette présentation, mais faire très attention aux usages politiques contemporains, c'est-à-dire à des gens qui voudraient renvoyer à des soi-disant origines pures des peuples nordiques ou je ne sais quoi. C'est des usages politiques qui sont très dangereux. Voilà, dont on connaît la portée, mais c'est très courant. Nous, en tant que scandinavistes, on y est confrontés sans arrêt. Donc voilà, ça aussi, il faut toujours être vigilant. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt maintenant à répondre à quelques questions. Et c'est nous qui vous remercions. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. C'est bon, parfait, très bien. La technologie fonctionne. Donc merci beaucoup. Ça avait plein de souvenirs en moi, de souvenirs de séries de jeunesse. On parlait des Chevaliers du Zodiac tout à l'heure, puis aussi Stargate. C'est vrai que là, tous les termes me sont revenus grâce à vous. Là, ça m'a replongé dans une enfance plus ou moins lointaine. Donc je vous remercie. C'est vraiment très agréable. Et il y a beaucoup de questions, beaucoup de spectateurs aussi. On a dépassé, je vous le dis, ça fait toujours plaisir, les 110 visiteurs. Oui, super. Voilà, en spectateurs simultanés entre 40 et 25. 40 en pic. Oui, donc c'est très bien, on est très très satisfait. Et du coup, il y a des questions, un certain nombre, je ne vais peut-être pas les relayer. Essayer d'y répondre du mieux que je peux. Mais il y en a quelques-unes qui m'ont paru intéressantes. Déjà, une question assez tôt dans votre récit, et je me suis posé à peu près la même. Qu'est-ce que c'est exactement que le vieux norrois comme langue ? Quelles sont les langues, j'imagine, contemporaines dont elle est l'ancêtre, probablement ? Et est-ce que c'est une langue toujours parlée ? Alors, c'est plus pas une langue qui est encore parlée. Le vieux norrois, en fait, c'est le nom qu'on donne à la langue des Scandinaves à l'époque médiévale. Alors, c'est un peu plus complexe. Il y avait quand même quelques variations suivant les régions. Donc, on parle des fois de vieux norrois, des fois de vieil islandais, sachant que norrois, ça engloberait en fait toutes les langues scandinaves à cette époque-là, sachant qu'elles étaient assez proches. Les variations sont maigres. Et c'est plus une langue donc, du coup, qui est parlée aujourd'hui. Par contre, faut quand même savoir que l'islandais contemporain n'a pas beaucoup évolué. Il a évolué un petit peu, mais il permet encore finalement aux Islandais de lire les textes sans trop de difficultés, les textes originaux. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc j'ai une autre question suivante intéressante. Oui, alors une question d'Alexandre qui nous demandait de quand dater l'Edda. Alors, je ne sais pas s'il parlait spécialement de l'Edda poétique ou l'Edda en prose, ou les deux peut-être. Est-ce que les vous deux, avez de une toute façon, datation ? les deux, c'est du XIIIe siècle. Les deux, c'est du XIIIe siècle. Et l'Edda poétique, c'est plutôt on estime à 1220. Ouais.
l'écriture, sachant qu'on n'a plus l'original. On a là aussi que des manuscrits qui sont des réécritures encore plus tardives. Donc on ne sait pas s'il y a eu des ajouts, par exemple, hein, entre-temps. Enfin, c'est très difficile de savoir. Il faut comparer les différents manuscrits qu'il y a à notre disposition. Il faut tout un travail de philologue en fait, à faire sur ces manuscrits. Mais c'est de toute façon 13e siècle ou plus tardif. D'accord. Et pareil, l'Edda poétique. Alors, l'Edda poétique, c'est aussi une recomposition. Il y a un manuscrit principal. Et voilà, là aussi, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est autour de 1270 pour ce qu'on appelle le Codex Regius, qui est le principal manuscrit de l'Edda poétique. D'accord, je vous remercie. Alors, il y en a d'autres. Oui, une question de Martine qui nous demande quel est votre sentiment, et vous n'en avez pas parlé, donc c'est du coup intéressant de poser la question. Quel est votre sentiment sur la BD belge Torgal de Van Damme ? Torgal. Alors, j'avais lu que les 2 premiers volumes que j'avais bien aimés, avec pas mal de références nordiques. Après, je sais que ça reste pas spécifiquement dans le Nord, parce qu'il y a ça part aussi un petit peu, si je dis pas de bêtises, hein, du côté de la science-fiction. C'est probable, je me rappelle plus trop, mais ouais. J'ai lu que les deux premiers, et ça se passe essentiellement dans le Nord, mais il me semble qu'à la fin, il y a ça fait longtemps aussi, ça fait plus de 10 ans. Mais après, mon sentiment, moi, mon avis, en fait, je vais le dire comme ça. J'ai jamais aucun problème avec les adaptations et les changements quand c'est assumé. C'est-à-dire pas quand on essaye de donner des faux semblants historiques à une production. Et on peut le dire, on en a parlé ce matin à propos de la série télévisée Vikings, qui se présentait comme historique alors qu'elle ne l'était pas, avec plein de problèmes dans cette série. Moi, j'ai rien contre la réutilisation, et puis de manière différente, à partir du moment où c'est assumé. Je veux dire, c'est des récits qui, de toute façon, sont faits aussi pour être réutilisés, pour être transformés, pour vivre, en quelque sorte, continuer à vivre, à nourrir nos imaginaires. Et quand les gens venaient me voir en parlant de la série télévisée Vikings, ils disaient, non, mais moi, je préfère aller voir Thor Ragnarok au cinéma que regarder Vikings. Parce que c'est assumé, que tout est que c'est transformé, que c'est adapté à un nouveau cadre. Donc voilà, pour moi, c'est très bien. Après, il y a des questions de goût. Je veux dire, il y a des choses qui sont plus qualitatives que d'autres, mais ça, chacun, j'ai envie de dire, chacun ses goûts. Je sais que moi, il y a des œuvres que j'aime un peu moins, d'autres que j'aime un peu plus. Donc c'est lorsque la série a une prétention officielle historique très trompeuse, c'est ça qui vous gêne. C'est quand la parodie est pas assumée ou est pas clairement explicite, quoi. Ouais, parce que en fait, ça risque justement de diffuser une fausse image ou de donner des fausses connaissances. Et les gens n'ont pas forcément tous les connaissances sur tous les textes. On trouve maintenant beaucoup de choses sur Wikipédia. Alors, je suis agréablement surpris parce que ça évolue sans arrêt. Et puis, entre moi, mes débuts dans ces recherches-là, il y a, je ne vais pas le dire, je vais commencer à être vieux, mais ça fait presque 15 ans. Et aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Donc, on trouve des informations, mais encore faut-il les chercher. Et donc, au moins, si ça invite les gens à aller faire des recherches, c'est bien. Mais je sais que moi, à l'époque de la sortie de la série télévisée Vikings, les gens venaient me voir en me disant « Ah, t'as vu cette série, c'est vachement bien, c'est très historique. » Bon, je me dis à un moment, il faut que j'aille voir. Et puis, en fait, ça n'était pas du tout. Ça mélangeait plein de choses, des personnages qui ne vivent pas aux mêmes époques, un fantasme sur Uppsala. Alors, bon, maintenant, je l'ai évoqué brièvement avant là, sur le texte d'Adam de Brême, sur l'histoire des archevêques de Hambourg, avec le temple d'Uppsala. Dans la série télévisée Vikings, par exemple, pour arriver au temple d'Uppsala, ils montent dans des montagnes, mais pendant des jours et des jours, si je me souviens bien. Alors moi, j'ai vécu à Uppsala pendant 1 an, et c'est tout plat. Il n'y a pas de montagne, c'est un terrain qui est tout plat. Et, ils n'ont même pas fait ces recherches-là. Donc voilà, il y a plein, mais parce que c'est le fantasme d'arriver à un temple, c'est difficile d'y aller, qu'on va vivre une expérience particulière, etc. Donc voilà, c'est de la mise en scène. Et puis il y a plein d'autres problèmes que mes collègues ont relevé aussi, des collègues archéologues, donc ça c'est pas mon domaine, mais qu'ils ont relevé sur je sais pas, le type d'animaux par exemple qui étaient élevés, le type de maison, le type de vêtements. Récemment, Nicolas Mélan, dont je vous parlais,
qui est passé à la radio suisse, avec une belle émission à écouter si vous la retrouvez. Il a expliqué qu'en fait, la dénomination du chef n'était pas la bonne parce qu'il était appelé par, en quelque sorte, son patronyme, donc leur référence au nom du père. Il le dit, les Vikings, pour le coup, ne s'appelaient pas comme ça, c'était pas Jarl, fils de machin. Donc voilà, plein d'erreurs comme ça. Alors, donc, du coup, je vous remercie. On a une question d'Alexandre, à nouveau, on a posé beaucoup, qui nous demande combien il y a de dieux nordiques. Est-ce qu'on a comment dire, un listing exhaustif? Ouais, il n'y a pas de nombre fixe. Hein. Parce que suivant les sources, on va faire référence à certains. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que dans l'Eda, on parle de 12 dieux, mais ça pourrait être justement une influence chrétienne. Ah, oui. Alors après, moi, je ne les ai pas comptés spécialement. C'est vrai que j'ai jamais eu l'idée de les compter, mais de toute façon, suivant les sources, on ne verra pas les mêmes. Donc, c'est difficile à dire. C'est de l'ordre d'une douzaine, c'est ça, une quinzaine? Ouais, mais ça, 12, ça peut renvoyer à justement l'influence. Voilà, les 12 apôtres. Bah oui. Comme je vous disais, en fait, il y a beaucoup plus de références chrétiennes qu'on imagine. Par exemple, Odin, qui est présenté comme le père de tout, Allfather, dans l'Eda en prose, ça, c'est une référence chrétienne. C'est une référence à Dieu, en fait. Donc voilà, c'est difficile d'avoir un nombre fixe. Ensuite, c'est comme... Alors, je vais prendre un autre exemple qui va aussi dans ce sens-là. On parle souvent des 9 mondes. Un Yggdrasil qui est l'arbre monde et de 9 mondes. En fait, si on les compte, il n'y en a pas 9. Il y en a plus. Mais à un moment, on nous dit qu'il y a 9 mondes. D'accord. Quelle est la raison? Peut-être que l'auteur, à ce moment-là, on avait 9, et en fait, quand on cherche dans une autre source, il y en avait un en plus. Voilà, et encore une fois, ça vient de... En fait, l'Eda en prose donne une vision très uniforme, en fait, et puis très, j'allais dire, assez bien organisée, finalement, de ce monde-là, mais qui n'était pas du tout homogène comme ce livre le présente. Donc on ne peut pas s'appuyer juste sur une source, et il faut commencer à chercher. Et puis, il y a des sources qui ne sont pas forcément présentées à la base comme des sources des mythes nordiques, mais qu'on va réutiliser comme référence plus tard. Moi, j'en avais trouvé quelques-unes dans le jeu Age of Conan. Donc même si vous prenez un manuel contemporain de mythes nordiques qui va vous citer les quelques sources que je vous ai mis, finalement, peut-être qu'aujourd'hui, on aura des références à d'autres textes qui ne sont pas dans cette liste-là. D'accord. Donc encore une fois, faut relativiser cette vision homogène. Alors du coup, si ça vous embête pas, j'ai une dernière question subsidiaire, un peu personnelle. Oui, moi j'ai du temps, donc on peut discuter. Je pense que là, c'est une question qui amène une réponse courte, mais qui est personnelle de la part de Martine. D'accord. Elle assume sa question, je pense. Est-ce que votre chat a un nom d'un dieu nordique? Si vous avez un chat, je ne sais pas. Il est là, il est juste là. Il est là. Oui. Alors, je ne l'avais pas vu en plus. Ouais. Et oui, sa question. Il est tranquille là pendant que je travaille. C'est bien. Non, parce que j'aurais trouvé ça trop cliché. Il s'appelle Senbei parce que je suis aussi. J'aime bien les mangas, j'aime particulièrement Dr. Slump d'Akira Toriyama. Ouais. Et donc il a le prénom de Dr. Slump. Mais voilà, je trouvais ça trop cliché de travailler sur les mythes nordiques et puis d'appeler mon chat d'un nom des mythes nordiques. Oui. Je suis pas... et ça, ça ferait un peu monomaniaque. Pardon ? Ça ferait un peu monomaniaque. Ouais, c'est ça. Avoir un univers alors déjà, 100% monomaniaque. Ouais. Mais en plus, alors on en parlait un petit peu ce matin, moi je suis pas en soi fan des mythes nordiques, c'est mon objet de travail. J'aime bien, je trouve qu'il y a des histoires sympas, rigolotes, mais comme je m'intéresse à la fantasy en général, voilà, que je suis un joueur, je suis un rôliste depuis longtemps, j'aime les jeux vidéo, je travaille essentiellement donc, sur les jeux, mais j'aime bien les mangas, j'aime bien plein de choses, et c'est un objet parmi d'autres, et en fait, finalement, le choix de c'est bien, cette question, elle est intéressante, parce qu'en fait, en termes de parcours, elle renvoie à quelque chose. C'est que j'avais commencé, alors il y a longtemps, par des études d'informatique, et puis finalement, je n'avais pas trouvé ma place là-dedans, et j'ai repris des études de langue. Et pour me différencier un petit peu, parce que tout le monde faisait de l'anglais et de l'allemand là chez nous, j'avais choisi de faire en plus une langue scandinave. J'avais choisi le suédois. Et au moment de choisir en fait un sujet de recherche pour mon mémoire,
j'ai proposé, en fait, sans trop y croire. J'ai dit, ben, tiens, d'abord, je voulais travailler sur des questions linguistiques, puis mes directeurs avaient dit, mais nous, on n'est pas spécialistes de linguistique, on est des spécialistes de contact de culture. Et moi, j'avais cette idée en tête de, tiens, pourquoi pas travailler sur les mythes nordiques dans les jeux. Mais je ne pensais pas que ça allait être accepté en fait au départ. Et je me suis dit non quand même, on est à l'université, c'est sérieux. Voilà. Et puis si, ils m'ont dit oui. Ils ont dit que c'était intéressant. Donc voilà, j'en profite, je les remercie voilà, d'avoir cru en moi à cette époque. Hein, mais j'ai pu faire ce travail-là. Et j'ai pu le continuer ensuite en thèse, donc ici au Centre de recherche sur les médiations dont on parlait avant, en co-tutelle avec la Suisse, justement avec un directeur en études nordiques, donc en France en Infocom et puis en Suisse en études nordiques. Et ça a permis de continuer, mais c'est vrai que c'était pas toujours facile de présenter ça, parce que les gens, le jeu n'était pas encore aussi légitime comme objet de recherche. Et voilà, donc ça vient pas, ça vient pas d'une fascination pour les mythes nordiques, et j'allais dire heureusement, parce qu'on risque justement des fois d'avoir des conceptions qui sont peut-être trop idéologisées. Et puis bon, moi je peux dire que je suis content, parmi les quelques collègues que je côtoie dans le domaine des études nordiques, qui sont un peu tous, on est un peu tous comme ça sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire c'est notre objet d'étude, c'est notre objet de travail, on aime bien, parce qu'il y a quand même c'est des choses, on ne travaille pas sur des choses qui nous ennuient, hein, évidemment, mais c'est un objet d'étude, c'est pas un objet de fascination. Donc c'est... Et donc, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, donc quand vous maîtrisiez le vieux norrois avec autant de dextérité, c'est parce que vous parlez suédois couramment, peut-être. Oui, alors voilà, ouais, c'est surtout du suédois que j'ai fait, un petit peu de vieux norrois aussi pendant mes études, hein, j'ai suivi des cours et j'ai continué, j'ai fait un petit peu de traduction de textes en norrois dans ma thèse. C'est pas ma plus grosse spécialité, mais bon, je maîtrise suffisamment, on va dire, pour m'attaquer à des textes. Mais voilà, ça vient de mes études de langue. Ouais. D'accord, très bien. Langue et culture. Je vous remercie. Je suis allé au bout des questions que nous avions. D'accord. Et puis en même temps, on est très très bien au niveau timing. Donc je vous propose. C'était à peu près prévu. Voilà, je vous propose du coup en croisant les doigts pour tout continuer à bien fonctionner techniquement, pour clore la conférence. La première d'une longue série, je pense, pour nous, de conférences digitales. Et puis d'une longue série, j'espère avec vous aussi, parce que c'était vraiment très passionnant, très illustré. Donc je vous remercie. Je pense que déjà, l'audience était très très bonne, et je pense que l'audience en replay sera à ce même niveau. Donc je vous remercie. J'en profite pour dire aussi que la Société des Amis de Vincennes est ravie de vous avoir tous accueillis pour cette conférence, et que nous allons très prochainement vous donner les dates de nos prochaines conférences, si possible aussi en numérique, avec la même technologie, puisque ça fonctionne très bien, et évidemment à condition qu'on s'accorde avec les différents intervenants qui peut-être ont plus de mal avec l'outil et sont peut-être moins à l'aise que Monsieur Di Filippo, qui était très 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 high-tech. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Di Filippo. Je remercie tous nos auditeurs. Et puis, à très vite pour de nouvelles conférences avec les Amis de Vincennes. Au revoir. Merci beaucoup. Et puis merci à tout le monde, et merci encore pour l'invitation. C'est un plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.